Sur chaque long vol, il y a toujours ce passager avec le cou cassé sur le côté, la couverture tombée par terre, la bouche ouverte, qui se réveille 8 heures plus tard avec l'air complètement détruit en disant « Je n'arrive jamais à dormir dans un avion ». Et honnêtement, la plupart des gens dorment mal. Je prends souvent l'avion et, au fil des années, j'ai parlé de ça avec plusieurs hôtesses de l'air expérimentées. L'une d'elles m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma façon de voyager. Les passagers ne se réveillent pas épuisés parce qu'il est impossible de dormir dans un avion. Ils se réveillent épuisés parce qu'ils ne savent pas comment dormir correctement en avion. Et une fois qu'elle m'a expliqué les erreurs que les gens font sur presque tous les vols de nuit, j'ai commencé à les remarquer partout. Les coups raides, les pieds gonflés, les passagers qui ont froid, les gens qui dorment sans ceinture pendant les turbulences. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 plus grosses erreurs de sommeil en avion que la plupart des voyageurs font encore, et des choses simples que les voyageurs expérimentés font discrètement différemment. Erreur numéro 1, trop incliner son siège et se ruiner le cou. La plus grosse erreur que les gens font sur les vols de nuit, c'est de penser qu'incliner leur siège au maximum va magiquement les aider à dormir. Ce n'est pas le cas. Les sièges d'avions modernes s'inclinent à peine maintenant. Les compagnies aériennes ont rendu les sièges plus fins, plus durs et plus droits pour faire rentrer plus de passagers dans la cabine. Donc, quand les gens poussent leur siège complètement en arrière en essayant de dormir comme dans un lit, leur cou tombe généralement vers l'avant à la place. C'est pour ça que tant de voyageurs se réveillent avec la nuque raide, mal au dos et des maux de tête après un long vol. Une amie hôtesse de l'air m'a dit quelque chose d'intéressant un jour. Le problème, ce n'est généralement pas le siège, c'est le manque de soutien. Et elle avait raison. Si votre cou, vos épaules ou le bas de votre dos ne sont pas correctement soutenus, vos muscles continuent de travailler pendant tout le vol, même pendant votre sommeil. Votre corps ne se relâche jamais complètement. C'est pour ça que certaines personnes dorment 6 heures dans un avion et se réveillent quand même épuisées. La vraie astuce, ce n'est pas de s'incliner davantage, c'est de stabiliser son corps. C'est pour ça que les voyageurs expérimentés sont obsédés par le soutien du cou. Certains avions récents ont des appuis-têtes réglables qui se replient vers l'intérieur pour maintenir la tête en place, mais beaucoup d'appareils n'en ont toujours pas. Alors, les voyageurs fréquents créent leur propre installation. Et c'est là que commence le débat sur le coussin de nuque. Certains voyageurs mettent l'ouverture devant, d'autres le retournent pour soutenir le menton. Honnêtement, pour beaucoup de gens, à l'envers, ça marche mieux parce que ça empêche la tête de tomber vers l'avant pendant le sommeil. Mais voilà la partie à laquelle la plupart des passagers ne pensent jamais. Même un hoodie ou une veste pliée peut étonnamment bien fonctionner. Les équipages font ça tout le temps. Un sweat doux entre votre cou et votre épaule peut stabiliser votre tête presque aussi bien qu'un coussin de voyage, surtout si vous avez une place côté hublot. Et c'est une autre chose que les voyageurs expérimentés savent. Les sièges, côté hublot, sont beaucoup plus faciles pour dormir. Vous avez quelque chose de solide contre lequel vous appuyez. Les sièges du milieu sont gênants. Les sièges côté couloir, ça veut dire se faire bousculer chaque fois que quelqu'un passe. Maintenant, si vous voyagez souvent, le type de coussin de nuque compte aussi. Les coussins très souples remplis de billes s'écrasent généralement trop facilement et n'offrent presque aucun soutien. La mousse à mémoire de forme marche généralement beaucoup mieux parce qu'elle maintient vraiment votre cou en place. Mais les coussins gonflables prennent moins de place. C'est pour ça que beaucoup de voyageurs fréquents les préfèrent encore. Pas parce qu'ils sont luxueux, mais parce qu'après assez de vols, la praticité compte presque autant que le confort. Erreur numéro 2. Ignorer ses jambes pendant des heures. La plupart des passagers se concentrent sur leur cou en oubliant complètement leurs jambes. Et sur les longs vols, c'est une énorme erreur. Quand vous restez assis, sans bouger pendant des heures, le sang commence à stagner dans le bas du corps. Vos jambes restent pliées, vos pieds gonflent et la circulation ralentit. Cette sensation de jambes lourdes après l'atterrissage, les pieds qui picotent, les chaussures serrées qui soudain ne vont plus correctement. Ce n'est pas seulement de la fatigue de voyage. Une amie hôtesse de l'air de longue date m'a dit que les équipages gèrent ça en permanence. Beaucoup de membres du personnel de cabine souffrent de veines gonflées et de problèmes de circulation après des années de vol. C'est pour ça que les équipages expérimentés deviennent extrêmement prudents quand il s'agit de protéger leurs jambes pendant les longs vols. L'une des astuces les plus simples, c'est de desserrer ou d'enlever ses chaussures une fois assis. La pression en cabine fait gonfler vos pieds pendant les vols et des chaussures serrées aggravent encore plus les choses. Mais évidemment, ne marchez pas pieds nus dans la cabine de l'avion, surtout pas jusqu'aux toilettes. Et voilà quelque chose que beaucoup de voyageurs sous-estiment, les chaussettes de compression. Beaucoup de gens pensent qu'elles ont l'air inconfortables ou qu'elles sont pour les personnes âgées,
mais elles aident énormément la circulation sur les vols de nuit. Même les équipages les portent régulièrement sur les longs courriers. Une autre astuce simple, c'est de bouger les chevilles toutes les heures, faire de petits cercles, fléchir les pieds, étirer les mollets pendant 30 secondes. Ça paraît mineur, mais ça aide bien plus que ce que la plupart des gens imaginent. Et si vous pouvez vous lever de temps en temps et marcher dans la cabine, les hôtesses de l'air ne voient généralement aucun problème à ce que les gens marchent un peu, parce que le mouvement aide votre corps à se remettre après être resté assis trop longtemps. Une autre chose que les voyageurs expérimentés font discrètement, c'est de surélever légèrement leurs pieds avec un sac à dos ou un petit sac sous les jambes. Même relever vos pieds de quelques centimètres peut réduire la pression et le gonflement pendant les longs vols. Parce qu'après suffisamment de vols de nuit, les voyageurs fréquents réalisent quelque chose d'important. Le confort dans un avion, ce n'est plus du luxe, c'est de la survie. Erreur numéro 3, penser que la cabine va rester chaude. La plupart des gens montent dans l'avion habillés pour l'aéroport, pas pour le vol lui-même, et c'est pour ça que tant de passagers se réveillent en grelottant au milieu de l'océan. Au début, la cabine paraît confortable, les gens bougent, les lumières sont vives et votre corps est actif. Mais une fois que les lumières baissent et que tout le monde s'installe, la température paraît complètement différente. Les cabines d'avion deviennent plus froides que ce que la plupart des voyageurs imaginent, surtout sur les vols de nuit. Une amie hôtesse de l'air m'a dit un jour « L'arrière de l'appareil peut ressembler à un réfrigérateur sur les longs courriers, alors que l'avant de l'avion paraît beaucoup plus chaud. Et honnêtement, une fois que vous le remarquez, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Cette fine couverture de compagnie aérienne sur laquelle la plupart des passagers comptent, elle ne suffit généralement pas. Vous couvrez vos épaules, vos jambes ont froid, vous couvrez vos jambes, vos bras gèlent. C'est pour ça que les voyageurs expérimentés emportent presque toujours une couche supplémentaire à bord. Un hoodie, une veste légère ou un sweat qu'ils peuvent attraper facilement après s'être assis, pas rangés tout au fond du bagage cabine. Et les voyageurs malins utilisent ces couches pour tout. Chaleur supplémentaire, soutien du cou, soutien lombaire ou même oreiller de fortune. Une autre chose que les gens sous-estiment, ce sont les pieds chauds. Une fois que vos pieds deviennent froids dans un avion, le reste du corps suit généralement. C'est pour ça que beaucoup de voyageurs fréquents emportent des chaussettes plus épaisses, spécialement pour les vols de nuit. L'emplacement du siège compte aussi. L'avant de l'avion paraît généralement plus chaud. L'arrière de la cabine est souvent plus froid et la section du milieu dépend de l'appareil. La plupart des passagers n'y pensent jamais quand ils choisissent leur siège. Mais les voyageurs expérimentés, eux, y pensent vraiment parce qu'un seul vol de nuit glacial peut ruiner toute la première journée d'un voyage. Vous atterrissez épuisé, raide, en manque de sommeil, irrité, avant même que les vacances commencent. Et la température n'est que la moitié du problème, parce que même si vous finissez enfin par être à l'aise, la lumière et le bruit peuvent encore complètement détruire votre sommeil. Erreur numéro 4. Ignorer la lumière et le bruit. Les gens imaginent que les vols de nuit sont calmes et paisibles. Ils ne le sont pas. Il se passe toujours quelque chose dans la cabine. Un passager qui regarde un film avec la luminosité au maximum. Quelqu'un qui ouvre le store du hublot pendant que tout le monde essaie de dormir. Une liseuse qui s'allume soudain juste à côté de vous. Et puis, il y a le bruit. Les moteurs qui ronronnent en permanence. Les bébés qui pleurent. Les clics des ceintures. Les portes des toilettes qui claquent toute la nuit. Les hôtesses de l'air qui préparent les repas dans l'office. Une amie hôtesse de l'air m'a dit quelque chose de drôle un jour. Les passagers pensent que la cabine dort. La cabine ne dort jamais vraiment, et elle avait raison. Même à 3h du matin, les gens bougent encore, ouvrent les coffres à bagages, parlent, marchent jusqu'aux toilettes, ou se réveillent pendant les turbulences. C'est pour ça que les voyageurs expérimentés essaient de s'isoler de la cabine autant que possible. Et deux petites choses font une énorme différence. Un masque pour les yeux et une réduction du bruit. Un bon masque de sommeil bloque les flashs de lumière aléatoires qui interrompent constamment votre sommeil sans même que vous vous en rendiez compte. Et un casque à réduction de bruit, ou même de simples bouchons d'oreilles, aide bien plus que ce que la plupart des gens imaginent, parce que les cabines d'avion sont plus bruyantes que les gens ne le pensent. En général, on ne réalise pas à quel point les moteurs sont réellement bruyants, jusqu'à ce que l'avion s'arrête après l'atterrissage et que tout à coup, tout devienne silencieux. Ce bruit de fond constant garde votre cerveau partiellement en alerte pendant tout le vol. Et plus les voyageurs expérimentés prennent l'avion, plus ils commencent à créer une petite routine de sommeil autour d'eux. Capuche relevée, casque sur les oreilles, couverture bien serrée, lumière bloquée, corps soutenu, pas du luxe, une protection. Parce que les passagers qui dorment le mieux dans les avions ne sont généralement pas ceux qui ont les meilleurs sièges. Ce sont ceux qui savent couper le reste de la cabine.
Mais la dernière erreur, c'est celle qui inquiète le plus les équipages, parce que celle-là peut vraiment devenir dangereuse pendant les turbulences. Erreur numéro 5, dormir sans sa ceinture attachée. C'est l'erreur qui inquiète le plus les équipages, surtout sur les vols de nuit. Chaque fois qu'il y a des sièges vides, les passagers essaient de s'allonger sur toute la rangée pour enfin dormir confortablement. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Après être resté assis droit pendant des heures, une rangée vide paraît incroyable. Mais une amie hôtesse de l'air expérimentée m'a dit quelque chose que les passagers sous-estiment constamment. Les turbulences ne préviennent pas à l'avance. C'est ça le problème. La plupart des turbulences ne sont pas dangereuses pour l'avion lui-même. Les avions modernes sont conçus pour les gérer facilement. Le vrai danger est à l'intérieur de la cabine. Les personnes non attachées, les sacs non attachés, les téléphones et les ordinateurs portables non attachés. Quand de fortes turbulences frappent soudainement, l'avion peut chuter assez vite pour projeter les passagers vers le haut s'ils sont allongés sans ceinture. Et c'est là que les blessures arrivent. Les équipages voient ça plus souvent que les voyageurs ne l'imaginent. C'est pour ça que les voyageurs expérimentés font quelque chose de simple. Ils gardent la ceinture attachée par-dessus la couverture, assez lâche pour rester confortable, assez visible pour que les hôtesses de l'air puissent la voir immédiatement pendant les vérifications en cas de turbulence. Et honnêtement, c'est l'une des habitudes les plus intelligentes que vous puissiez prendre sur les longs vols. Parce que dormir dans un avion, ce n'est jamais vraiment dormir parfaitement. C'est réduire les dégâts, soutenir votre cou, protéger votre circulation, rester au chaud, bloquer le bruit et rester en sécurité quand la cabine devient soudain agitée. La plupart des voyageurs pensent qu'il est normal de se réveiller épuisé après un vol. Les voyageurs expérimentés savent que ça veut généralement dire qu'il y avait quelque chose de mauvais dans leur installation. Et une fois que vous corrigez ces petites erreurs, les longs vols deviennent nettement plus faciles. Alors la prochaine fois que vous montez à bord d'un vol de nuit, souvenez-vous de ça. Les passagers qui dorment le mieux dans les avions ne sont généralement pas les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont appris ce qu'il ne faut pas faire.